Bonjour tout le monde, c'est avec grande joie que j'accueille aujourd'hui Eugénie Muller, qui est l'auteur de Nouveau Mindset, un livre sur le post-burnout. Et donc, c'est aussi un positionnement que tu as pris en tant que coach. Tu accompagnes les personnes dans le post-burnout. Tu nous en diras un peu plus par la suite, mais je suis déjà curieux. Est-ce que tu veux nous raconter un peu ton parcours? Comment t'en es arrivé à te lancer en tant que coach par rapport à ton vécu qui n'était pas forcément ne te lancez pas forcément naturellement dans le coaching. Ou peut-être que si, c'est à toi de nous dire. Alors, en tout cas, bienvenue Eugénie, je suis super content de t'avoir parce que on se connaît depuis un moment, t'es marraine aussi dans Coach en Mission et c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Salut Lingen, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être là. Merci beaucoup pour cette invitation et cette opportunité. C'est vraiment un beau moment, je pense qu'on va passer. Donc voilà, merci déjà par avance. Comment j'en suis arrivée là? J'en suis arrivée là par d'abord 18 années d'assistant de direction. Ensuite, j'ai choisi de me reconvertir. Je me suis dit, bon, c'est bien, j'ai appris plein de trucs. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, j'ai fait un bac commercial alors que tous mes profs au lycée voulaient me voir en ce qui s'appelait à l'époque un bac G1, secrétariat. Et j'ai refusé parce que le secrétariat, c'était pas pour moi, blablabla. Et au final, j'ai fait 18 ans d'assistanat de direction. C'est pas grave, c'était pour la petite anecdote. Et après, donc, je me suis reconvertie pour commencer à transmettre ce que j'avais appris. Donc, j'ai fait une formation à l'AFPA pour être formatrice pour adultes. Le Graal pour moi, c'était de bosser pour l'AFPA. D'ailleurs, ils sont venus, m'ont recruté. Trop Ouais. contente. C'est un J'y suis grand restée. organisme de formation en France, hein, c'est un des leaders, c'est Yes. ça? Ouais. Ouais. Et j'y suis restée, je sais pas, peut-être 3 mois. Parce qu'en fait, je me suis dit non, ça va pas du tout le faire, en fait. Rentrer les gens dans les cases, c'est pas pour moi. Ok. Et ça me rappelait, en fait, des mauvais souvenirs de l'éducation nationale. Donc, je me suis dit non, c'est super, mais en fait, non. On va faire Ok. autre chose. Et au final, j'ai choisi d'accompagner des personnes en situation de handicap. Donc, j'ai passé presque 10 ans dans le médico-social. Et là, Ok. je me suis vraiment éclatée, quoi. Voilà. J'avais des Ok. parcours de formation de 18 mois, essentiellement des femmes. Ouais. Et là, là, c'était top. 18 mois, tu as le temps de les voir arriver et de les voir évoluer, de les voir changer, de les voir se transformer. C'était juste une période magnifique. Mais c'est aussi Ok. l'endroit où j'ai fait mon burn-out. Voilà. Ouais, Et ouais, c'est là où, justement. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Parce que là, on te voit avec un livre, on te voit coach, on te voit souriante et solaire. Tu as kiffé les métiers que tu as fait. ouais, Quelqu'un qui a jamais vécu un burn-out ne pourrait pas comprendre. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus du coup? j'ai eu la chance vraiment d'adorer tous les métiers que j'ai faits. J'ai toujours été passionnée, j'ai eu la chance de toujours avoir été passionnée par mes métiers. Euh, et je trouvais que c'était normal d'être passionnée. Je le trouve toujours aujourd'hui du reste. Le truc que moi j'avais, c'était le problème avec les limites en fait. Hmm, Et mon métier a toujours pris beaucoup de place. Je me suis toujours définie par mon métier. hmm, J'étais même capable de te dire mon métier avant de te dire comment je m'appelais. Donc hmm. voilà, ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Ça vient d'où ça, tu dirais? Pourquoi? Parce que clairement, tu aimais ton métier, mais est-ce qu'il y avait quelque chose de sous-jacent déjà qui était là? J'ai vu mes parents beaucoup travailler, mais quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Ma mère s'est tuée littéralement à la tâche. Hmm, Mon père quasiment pareil. Donc en gros, moi, voilà, si tu connais un petit peu les 5 drivers, le soi fort, c'est pour moi. Le soi parfait, c'est pour moi. Le fait des efforts, c'est pour moi. Voilà, tu m'as coaché suffisamment sur ces sujets pour être bien placé pour le savoir. Et en fait, moi, si je suis pas sang et eau, ça vaut rien, quoi, tu vois. Donc hmm, voilà, les racines, elles sont là, en fait. hmm, Et les hmm. racines, je les ai eues quasiment au berceau. Donc voilà. Ok, ok, top. Du coup, je t'ai un peu interrompu, mais je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Donc voilà, tu te définissais vraiment par ton travail. Et donc, ça a été quoi l'engrenage qui t'a amené au burn-out là? Alors, je me suis pas vue, en fait. Je me suis pas vue glisser, je me suis pas vue tomber. Je me suis pas vue m'effondrer. J'ai pas vu que. Je fais souvent l'image avec la maison. Il y avait plus du tout de pièces dans ma maison. J'étais dans un loft, en fait. Il y avait qu'un seul espace, c'était mon travail. Les premiers à en pâtir, ça a été mes enfants. Ensuite, ça a été mon mari. Ensuite, bien évidemment, ça a été ma santé. Mais ça fait partie de mon histoire aujourd'hui. Et grâce au coaching que justement j'ai fait et je fais encore avec toi, un jour à la fois et vraiment avec des tout petits pas, vraiment, j'essaye d'apprendre à me détacher de cette image de burn-out. Aujourd'hui, j'essaye de faire en sorte qu'elle fasse partie de mon histoire,
mais que ce soit plus mon identité. Hmm. Donc, bah, voilà, j'essaye de faire avec mes fragilités, avec mes limites. Et c'est ça aussi que je voyais pas à l'époque. Je voyais pas que Hmm. j'avais des limites. Ouais, C'était ça mon gros problème. Et aujourd'hui, je vois mes fragilités, je vois mes limites, et aussi je vois mes cicatrices. Je sais qu'il y a des cicatrices qui ouais. partiront pas. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est OK. J'ai fait le deuil de vouloir absolument les effacer. Elles sont là et c'est OK, c'est pas grave, quoi, tu vois. À quoi, tu vois, je te pose une question naïvement parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'est un burn-out ou qui Mm. ont des a priori. Après, tous les burn-out ne se ressemblent pas, j'imagine. Est-ce que toi, tu aimerais partager un peu à quoi ressemblait ton burn-out les quelques semaines avant, les mois pendant ou années, je sais plus, et les mois après, un peu, ça ressemble à quoi la chronologie d'un burn-out quand on y est? Ben, moi, ça a commencé que je suis arrivée dans le médico-social dans une équipe de 4 et j'étais la petite dernière à former, voilà, à éduquer au métier, etc. Et à 4, c'était top. Enfin, franchement, moi, j'ai pris mon pied, hein, c'était génial. J'étais entourée d'anciennes, voilà, elles avaient 20 ans de métier, c'était pour apprendre. Enfin, voilà, moi, en plus, j'adore apprendre, donc c'était topissime. Et le truc, c'est que 2 ans après, le Covid est passé par là et que d'une équipe de 4, on est passé à une équipe de 2 et que dans les deux, j'avais une nouvelle collègue qui ne connaissait pas le métier. Donc, du coup, je me suis retrouvée un peu seule et j'ai pas vu ce truc-là s'installer. Voilà. J'ai réclamé, en tant que référente de section, j'ai réclamé à ce qu'on recrute pour mon service. Et puis, bah, voilà, les CV étaient pas au rendez-vous, les CV étaient pas bons, les CV machin. Et du coup, j'ai tenu comme ça pendant 2 ans et demi. J'ai pas le choix, il faut que je tienne les stagiaires, leur parcours, leur reconversion, parce qu'elles étaient toutes en reconversion professionnelle. Et à chaque fois, ben, faut tenir, parce qu'à chaque fois, il y a un truc super important, tu vois, ça va être leur période de stage, faut les préparer, ça va être leur examen blanc, faut les préparer, ça va être les premiers examens, faut les préparer, faut préparer l'examen final, faut sélectionner les jurys, faut préparer. Donc en fait, à chaque fois que j'étais fatiguée, que j'arrivais chez le médecin en disant que j'étais fatiguée, il voulait m'arrêter. Et à chaque fois, je refusais d'être arrêtée. Donc les rares Hmm. fois où j'ai arrêté, j'aurais dû être arrêtée 15 jours, 3 semaines. Si j'étais arrêtée 5 jours, c'était le bout du monde. Moi, c'était une punition de me mettre en arrêt, en fait. Je Hmm. vivais très, très mal d'être Ouais. arrêtée. Donc, j'ai pas Ah, vu que la quantité de fatigue était en train de devenir juste démesurée, quoi. J'ai pas vu le truc. ok. Et du coup, fatigue, est-ce que tu veux le définir? Parce que ça paraît évident, mais quand on pense fatigue physique. Je pense qu'il y avait de la fatigue physique, mais il y avait aussi une fatigue mentale. À quoi ça pouvait ressembler, une fatigue mentale dans ce cas-là? Bah, il y avait une fatigue mentale et il y avait une fatigue psychique aussi. C'est-à-dire que moi, Hmm. j'avais plus envie de rien. J'avais toujours de l'énergie pour bosser. Alors ça, c'est phénoménal, hein. Bosser, j'avais toujours de l'énergie. Je sais pas où j'allais Ok. la chercher. Mais pour tout le reste de ma vie, mais tout le reste, sans aucune exception, il y avait rien. Il y avait zéro, quoi. Et nada. Je rentrais chez moi, j'étais une loque, hein. Fallait plus me Ok. demander de sourire, fallait plus me demander de parler, fallait plus me demander de cuisiner, fallait plus me demander de faire les courses, fallait plus me demander de faire le ménage. C'est rien. Et Rien. Une loque. ça arrive plus souvent qu'on ne le pense dans les burn-out? C'est comme ça que ça commence en fait. Ok. Sans s'en rendre compte, on commence à s'isoler, on prend plus de nouvelles de sa Ok. famille, on prend plus de nouvelles de ses amis, on ne sort plus, on va plus au cinéma, Et du on coup, sort même plus marcher pour se balader, on fait plus un- rien. un collègue ne pourrait même pas remarquer que tu es en burn-out Non, parce qu'en fait, tu travailles un peu comme avant, peut-être un peu plus, quoi, mais tu as toujours le sourire. c'est ça. Et puis quand on te demande si tu vas bien, tu as une banane d'une oreille à l'autre et tu réponds que tout va bien. Donc si tu ne veux pas montrer que tu ne vas pas bien, personne ne sait que tu ne vas pas bien. Et comme mon identité, c'était mon travail, il n'était pas question au travail que je dise que j'allais pas bien. Ah, waouh. Ouais. Donc c'est très Et vicieux. C'est très vicieux. comment, alors, si t'as pas envie de répondre, tu me réponds pas. De toute façon, on en a parlé un peu, mais est-ce que tu aimerais nous partager le point de vue de Charles durant ces moments-là? Comment lui voyait la détérioration, je sais pas si le mot est bon, hein, ou j'imagine que tu étais à fond dans le travail et dans la vie personnelle, et petit à petit, ça continuait. Et puis, comment lui, il a vécu de son point de vue? En fait, il l'a pas vu arriver. Il l'a pas vu arriver comme moi, parce qu'en fait, il est parti du principe que, comme moi, j'étais une femme forte et que du coup, j'allais, voilà, ça allait passer, j'allais me relever, j'allais rebondir. C'était un mauvais passage, blablabla. Donc en fait, il m'a pas vu m'écrouler.
Et quand le verdict est tombé par mon médecin généraliste, tout de suite, il m'a dit, ben, tu te reposes, tu prends ton temps. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ça, parce que beaucoup de femmes que j'accompagne n'ont pas cette chance. Beaucoup de femmes se sentent perdues parce que justement, ce qu'elles entendent à la maison, c'est mais quand est-ce que tu vas arrêter de pleurer? Ce serait bien de passer à autre chose. Quand est-ce que tu vas retourner travailler? Parce que financièrement, c'est compliqué. Et moi, j'ai eu la chance de ne pas rencontrer ça. Voilà, moi, j'ai un mari qui m'a soutenue, qui a été là pour moi, qui m'a remplacée du jour au lendemain dans énormément de domaines de ma vie. Aussi bien pour la maison que les enfants, que voilà, il a été le pilier que moi j'ai été. Lui, il a été le pilier quand moi j'étais plus capable en fait. Ok. Ah, et dis-moi si je me trompe, mais du coup, ce que je comprends là, c'est que en fait, quand le diagnostic n'est pas encore fait, c'est en mode, Eugénie, elle a plus de charge de travail, elle est fatiguée, c'est normal C'est qu'elle ait moins normal. de temps pour le rôle. Voilà, je veux dire, faut pas chercher plus loin, quoi. Non, non, c'est Ok. normal. Et puis c'est vrai que bah, j'avais des horaires à rallonge parce que j'arrivais super tôt le matin, je partais super tard le soir. Il y a des soirs où je me disais mais pourquoi je vais faire une demi-heure? Je devrais m'installer un matelas sous le bureau et comme ça j'aurais pas besoin de rentrer. Tu vois, à la fin j'en étais là quoi. Mm, Et je partais pleurer 3 fois dans la journée. J'allais dans ma voiture pour pleurer toute seule sans ah que ouais. personne me voie, tellement j'en pouvais plus d'épuisement. Mais dans ma tête, je me disais pas que c'était pas normal. Je me disais juste que j'étais épuisée, que j'étais fatiguée, mais voilà, ça allait passer, quoi. Et puis je revenais, une fois que j'avais bien chialé dans la voiture, je revenais, j'avais le sourire, tu vois. Tiens, je suis curieux. Est-ce qu'à ce moment-là, tu étais parce que c'est finalement assez nouveau, est-ce que tu étais sensibilisé avec ce qu'était le burn-out? T'en Pas du entends tout. parler dans les Ah, pas médias, du non? tout. Ah, Ouais, pas parce du que tout. c'était un peu tabou ou un peu inconnu, quoi. Et puis, dans mon entreprise, il y en avait eu avant moi. Parce que je suis quand même rentrée pour remplacer au départ une collègue donc, que je n'ai jamais connue, qui a été mise en arrêt pour burn-out et dépression ensuite. Hein. Hmm, Ça a été très dur pour elle. Elle n'a jamais repris son poste. Hein, 3 ans, et elle n'a hmm, jamais repris son poste. Donc non, ça m'a même pas effleuré l'esprit que je pouvais être sur ce chemin-là, tu vois. hmm. Rien du tout. Purée. Vraiment, je ne l'ai vraiment pas vu venir. Ok. Par contre, là où ça a été beaucoup plus difficile après pour moi, ça a été autant au niveau du couple, euh, comment dire? Oui, je me suis sentie soutenue, je me suis sentie aimée, je me suis sentie aidée, je me suis sentie écoutée, même s'il avait aucune bille pour m'aider, hein, parce que très clairement, enfin moi c'était fin de Hmm, non-recevoir, voilà, c'était une véritable cage dans laquelle j'étais enfermée, très douloureuse. Par contre, ce qui a été plus difficile pour moi à encaisser, c'était par rapport aux enfants. Parce que toute la période en fait où je me suis bien, bien, bien sentie descendre dans mon burn-out, le premier jour en fait de mon arrêt, je suis restée 8 heures assise sur le bord de mon lit, tétanisée, à ne pas pouvoir me lever pour aller prendre, excuse-moi l'expression, une putain de douche. 8 hmm. heures. Tout le monde était parti bosser à la maison et moi, bah, j'avais pas mis mon réveil, j'étais en arrêt. Et quand je me suis réveillée vers 8 heures du matin, je me suis dit, en n'ayant pas dormi de la nuit, hein, pour ça que en fait, quand je me suis réveillée, tout le monde était parti, parce que moi, je n'avais pas dormi de la nuit et je m'étais endormie sur un petit matin. Et quand à 8 heures, je me suis dit, bon, bah, je vais me lever, je vais aller prendre une douche, je me suis assise sur le bord du lit et là, impossible, impossible, tétanisée. Ouais. Tétanisée, crise d'angoisse, crise d'anxiété, pleurs à gogo, et ça a duré toute la journée. 8 heures à ne pas pouvoir bouger de mon lit. Ok. Un enfer. Et là, l'enfer a vraiment commencé. Et là, en fait, les prises de conscience ont commencé à s'accumuler. Les jours, les semaines, les mois. Tout ça a commencé à remonter et les prises de conscience ont commencé à arriver. Ok. J'ai été sous médicaments, j'ai eu anxiolytique, antidépresseur, parce que la psy que j'avais consultée m'avait dit à l'époque, je ne peux pas vous aider si vous n'acceptez pas d'être sous traitement. Moi, je déteste prendre des médicaments. J'ai vu ma mère en prendre beaucoup, donc j'ai un vrai blocage avec ça. Et du coup, j'ai accepté parce que je savais que je m'en sortirais pas toute seule. Et c'est là en fait que ça a commencé à monter en fait, tu vois, que je me suis retournée sur ouais sur comment j'avais géré ma vie professionnelle et tout ce que ça m'avait volé en fait. Et c'est la partie par rapport aux enfants qui a été la plus difficile parce que clairement ils ont grandi avec une maman workaholic, c'est-à-dire une maman addicte au travail, une maman très investie professionnellement et ils ont vu tous les excès en fait.
et toutes les conséquences de ces excès, quoi. Et ça, c'est compliqué. Encore aujourd'hui pour moi, hein, ça me prend aux tripes quand j'en parle parce que je peux pas réécrire leur enfance. Mm. Voilà. Mais je peux essayer de leur montrer qu'on peut évoluer, qu'on peut changer et que c'est possible de changer ça, qu'on peut en faire quelque chose, tu vois, et que c'est compliqué de dire ça pour les gens. Je sais que c'est très compliqué à entendre pour les gens qui sont en plein dedans, qu'un burn-out peut être un cadeau, mais quand on décide d'en faire quelque chose, ça peut vraiment être un cadeau. Parce que Mm. sinon, j'y serais encore. Et si mon burn-out m'avait pas arrêté, je pense qu'il ne faut pas oublier que quand on va au bout du bout du bout du bout de cette spirale-là, c'est le suicide. Mm. Il n'y a pas d'autre sortie. Donc Mm. avant, il y a toutes les étapes de la médicamentation, de l'hospitalisation, de la psychiatrie, etc., etc. Et cetera. Et au Ah, bout du bout, quand on n'y arrive plus, c'est le suicide. ouais. Donc, et ça, moi, pendant très longtemps, j'ai eu peur de la rechute parce qu'il y avait cette petite voix qui était là, quoi. Fais-en quelque chose, hein. Fais-en quelque chose parce que sinon, ça va pas le faire, en fait. Et c'est Mm. ça qui m'a aidé, voilà, à accepter et à faire certains deuils, tu vois. Ok. Mais je pense que c'est mes enfants qui m'ont aidé à sortir de là, pour avoir le courage de leur montrer que c'était possible de pouvoir faire autre chose avec ce truc-là. Mais, tu vois, même 3 ans après, quand j'en parle, c'est encore dans mes tripes et j'ai encore l'émotion qui est là. C'est un truc qui est hyper poignant, quoi. Et je pense que ça le sera encore longtemps, c'est normal. Et t'en as reparlé avec eux, ils ont lu ton livre ou... Alors, j'en ai reparlé avec eux régulièrement. J'ai eu la joie de pouvoir leur offrir chacun leur exemplaire de livre le jour de la fête des mères, là, cette année. Dédicacé, ils étaient très fiers de le recevoir. Et quand j'en avais parlé à ma fille, à un moment donné, j'avais dit, mais c'est bizarre parce que ton frère et toi, vous ne m'avez pas réclamé exemplaire de livre. Et je ne savais pas comment je devais le prendre, en fait. Ils Et ma n'avaient pas fille m'a réclamé quoi, pardon? un exemplaire de mon livre. Ok, ok. Il m'avait pas dit, bah tiens, maman, moi, j'aimerais bien avoir ton bouquin, quoi. Ouais. Et je ne savais pas comment je devais le prendre, en fait, tu vois. J'étais un peu. Ah, Et ma fille m'a vachement rassurée parce qu'elle m'a dit, mais en fait, mais c'est normal qu'on ait un exemplaire de ton livre. Elle me dit, moi, je ne pensais pas qu'il fallait que je te demande un exemplaire de ton livre. Elle me dit, mais bien sûr que j'attends un exemplaire de ton livre. Et ça m'a vachement rassurée parce que je me suis dit, bah, ça se trouve, en fait, voilà, une maman qui a beaucoup souffert dans ces conditions-là, en fait, elle est un peu perturbée dans ses repères aussi, hein. Voilà. mm, mm, mm. Ok. Alors, tu disais que le burn-out, c'était un cadeau, ça pouvait être un cadeau Ouais. à condition peut-être de faire sa renaissance. Tu en parles Ouais. dans ton livre. Euh, donc là, on fait un zoom, quand on fait une accélération. En gros, comment tu t'en es sorti et c'est quoi aujourd'hui la méthode que tu préconises ou que tu utilises pour accompagner tes clients pour le post-burnout? Je m'en suis sortie en acceptant de mettre toute une équipe autour de moi, vraiment. Le médecin généraliste, le médecin psychiatre, le psychologue. Après, j'avais 2 ostéopathes, j'avais ma kiné, j'avais une énergéticienne, j'avais une kinésiologue. J'ai mis un monde de fifous autour de moi parce que c'était tellement le cauchemar, vraiment, hein. Je me suis dit, putain, mais je vais en crever, quoi, c'est pas possible. Et, euh, et j'ai aussi, après, quand j'ai retrouvé de l'énergie, j'ai aussi suivi une formation sur les neurosciences et la neurosensorialité parce que je ne comprenais pas comment moi qui adore apprendre, je ne comprenais pas comment je m'étais cassé la gueule là-dedans, en fait, sans m'en rendre compte, qu'est-ce qui s'était passé avec mon corps, en fait. Et c'est là que j'ai compris que je n'avais aucune relation avec mon corps. J'avais une tête qui commande et mon corps, tout ce qui était en dessous du menton, c'était là pour obéir. Voilà, c'est tout. Je n'avais pas de Ok. relation avec mon corps, en fait. Je n'avais Ouais. pas de relation avec mes émotions, avec mes ressentis. Et j'ai eu besoin de tous ces professionnels-là, en fait, pour me réapprendre comment moi je fonctionne et me rattacher à mon corps surtout, quoi. Voilà. Ça, c'était vraiment la priorité. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul. Moi, je suis catégorique sur le sujet. C'est Ouais. impossible de faire ça tout seul. Ouais. Pourtant, Dieu sait que, je t'assure, j'ai la succursale de la FNAC à la maison dans le genre bouquin de développement personnel. Mais malgré tout ce que j'ai pu lire, tout seul, c'est pas possible. Voilà. Ah, Et ah, ah. beaucoup de burn-outés le disent. Mais du coup, tous ces professionnels, ils m'ont appris à revoir, pas réécrire, hein, mais vraiment revoir mon histoire depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui, à resituer les causes de mon burn-out et que c'était pas de ma faute. J'ai les graines du burn-out et que c'est comme ça.
mes fragilités, mes limites, tout ça, je l'ai appris avec eux. Et du coup, ce que ça a donné comme conséquence, c'est OK. Donc maintenant que j'ai compris tout ça, comment je fais avec mes anciennes habitudes? OK, bah, mes anciennes habitudes, en fait, on les fout à la benne, je ne peux pas les reprendre. Donc, comment je fais pour en construire de nouvelles? Comment je fais pour construire de nouvelles priorités? Parce que ma priorité maintenant dans ma vie, ça n'est plus mon travail. Et ça, c'est un changement de paradigme total. Et c'est aussi ce que j'apprends à faire aux femmes que j'accompagne, à mes coachés. Le rapport au travail, être dans un rapport de travail avec la joie, avec être animé par ce qu'on fait, mais pas être dans la performance. Alors moi, avant, j'étais dans la performance, toujours plus. Pas parce que j'étais carriériste, hein, mais parce que quand on me demandait ça, moi, j'en faisais ça, quoi. Hmm. Et je ne me rendais pas compte. Ou Voilà. du moins, peut-être pas pour la mauvaise raison. Parce que la raison avant, c'était quoi? Pourquoi tu cherchais cette performance, en fait? Parce que je voulais déjà servir. C'était par rapport à mes stagiaires. Ça n'a jamais été par rapport à la direction. Je Ok, dirais pas que ok, la direction, j'en avais rien à secouer, ok, mais c'était surtout pour mes stagiaires. Parce ok. qu'elles avaient fait, elles, un choix de reconversion professionnelle et qu'elles ne l'avaient pas forcément choisi. Quand tu te retrouves en situation de handicap et que ça te tombe sur le coin du nez du jour au lendemain, que tu es obligé d'abandonner le métier que tu adorais, c'est pas facile. Est-ce que Donc c'était un peu le côté ouais, sauveuse? bien sûr, Ouais, bah, bien ok, sûr, c'est à ça. 200%. C'est ça, c'est À que la 200%. motivation était. Si par exemple tu cherches à performer par rapport à toi-même ou par rapport à un objectif avec lequel tu es aligné, c'est OK. C'est plus une histoire peut-être de motivation. Mm. Ouais, Le curseur dans la motivation n'était ouais, pas au bon endroit. ouais. Et c'était toujours qu'est-ce que je peux faire de plus pour elle? Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour elle? Comment je peux encore faire mieux? Comment je peux faire différent? Ça marche pas dans ce chemin-là. Alors, ça, c'est le processus du formateur lambda, j'ai envie de dire, tu Ouais. vois. Quand c'est poussé à l'extrême, Hmm. bah, du coup, on est plus, on tombe dans le syndrome du sauveur tout le temps, en fait. Et moi, j'y étais tout OK. le temps. Et aujourd'hui, donc, tu accompagnes plus précisément les gens qui sont sortis du Ouais, burn-out. oui. Ok. Donc, tu les accompagnes dans quel objectif? Est-ce que tu veux nous dire dans les grandes lignes les étapes de ton accompagnement, la forme que ça prend? Alors, ce qui est important dans l'accompagnement intentionnel, c'est de se reconnecter au corps. Donc, du coup, de passer par une étape où il y a tout un process, en fait, sur comment je prends du recul avec ma situation professionnelle, comment je pose ça complètement de côté pour me reconnecter à qui je suis, comment je fonctionne et de quoi Hmm. j'ai besoin quand je ne suis pas en train de travailler et que je ne me projette pas dans le travail. Voilà. Pour dissocier vraiment, en fait, moi, d'un côté et le travail de l'autre. Et ensuite, il y a tout un process, il y a toute une évolution, en fait, dans l'accompagnement. Et il est différent pour chacune parce qu'elles partent d'un point qui est différent pour chacune. Et elles ont un rapport différent qui est différent pour chacune d'elles. Donc, je ne peux pas calquer ce que je fais pour l'une, je ne peux pas le calquer pour toutes. Mais dans les grandes lignes, c'est ça. C'est la reconnexion au corps, c'est accepter de se mettre au repos d'une façon ou d'une autre, accepter que temporairement, on ne se définit plus par le travail Hmm. et accepter de réhabiter et de réinventer toutes les sphères de sa vie. Ok. Et en fait, que l'objectif, ce soit comment, comment je vais faire, comment je vais transformer ma manière de réussir et que ça ne passe plus par le travail. Hmm. Ouais. Voilà. Voilà, c'est comment je transforme et comment j'apprends à prendre soin de moi au quotidien. Par exemple, moi, quand elles commencent l'accompagnement avec moi, je regarde par là parce que toutes les affaires sont là, je leur offre ce que j'appelle un coffret d'ancrage. Et dedans, il y a énormément d'outils pour les ramener à leurs cinq sens. Hmm. Donc, il y a des choses qui vont appeler le toucher, il y a des choses qui vont appeler l'olfactif, il y a des choses qui vont toucher au spirituel. Très important pour moi, le burn-out m'a énormément reconnecté à ma spiritualité. Tout ça pour que ça rentre. Il y a aussi des choses qui touchent à la lithothérapie. Euh, tout ça pour les ramener en fait de plein de moyens différents à elles, à qui elles sont elles, à ce qu'elles aiment elles. Et que ce soit complètement décorrélé en fait du job quoi. Voilà. Ok, merci pour ce partage. Alors, bah, c'était aussi l'objet de cette session. On est aussi intéressé par les coulisses de comment tu as développé
ton business pour les coachs formateurs qui nous regardent et qui lancent leur activité, qui ont aussi des moments de doute. Est-ce que tu veux nous donner un peu la chronologie de quand est-ce que tu t'es lancé, ton premier client, comment tu l'as eu et quel chiffre d'affaires tu as généré depuis le démarrage de ton activité? Alors, j'étais encore en arrêt quand j'ai percuté. En fait, j'ai repris mon travail. Je voulais absolument reprendre mon travail, hein, malgré 9 Ok. mois, 9 mois acharnés de la psy. Donc à 3 mois, je voulais reprendre, elle m'a dit non. À 6 mois, je voulais reprendre, elle m'a dit non. À 9 mois, je voulais reprendre et elle a été maline. On arrivait sur le mois de décembre et mon entreprise allait fermer pour les congés, donc elle a dit oui. Elle a tout cadré. Moi, j'y ai vu du feu. Elle a tout cadré et j'ai repris. Et j'ai repris une journée. Une journée, Lingen. Je te jure. Le cauchemar. Le cauchemar. Tous mes 9 mois me sont revenus, excuse-moi, mais dans la gueule, d'une violence. Et je me suis dit, ah non, mais c'est pas possible, en fait. Mais en fait, je travaille dans un endroit dysfonctionnel. Donc, en fait, c'était bien parce qu'elle avait quand même bien bossé avec moi pendant 9 mois, mais il fallait que je reprenne concrètement à mon poste Hmm. de travail. Je suis arrivée, mon nom était quasiment plus sur la porte de mon bureau, quoi. Ouais, Tu ouais, vois, ouais. voilà. Et le soir, j'ai reçu un mail de mon directeur de centre qui m'annonçait, alors qu'il m'avait reçu pendant 1 heure le matin même et 2 heures la veille en Zoom, il m'annonce le soir de ma reprise à 18h, 17h55, par mail, que je suis rétrogradée, quoi. Ah ouais. Ouais, ouais. Là, je me suis dit, OK, tous les symptômes des 9 derniers mois sont remontés. Je suis partie aux toilettes, par en haut, par en bas, la totale. Je me vidais de partout. Et je me suis dit, OK, donc là, Eugénie, on a un problème. Ouais. Et c'est là que j'ai eu l'électrochoc et que je me suis dit, je n'y retournerai plus. Je n'y retournerai plus, c'est fini. Voilà, c'est ce qu'il m'a fallu en fait pour comprendre. J'avais toujours pas compris en fait. Hmm. Et donc j'ai dit ok, je vais donner ma dème. Je suis arrivée chez la psy qui m'a dit hop hop hop, elle m'a rattrapée par les bretelles, elle m'a dit médecine du travail et après on voit ce qui se passe. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans mon malheur, le mail que mon boss m'a envoyé, il a pris un mail qu'on avait échangé sur ma reprise de travail et il a fait un répondre à tous. Et en fait, dans les répondre à tous, il y avait entre autres la médecine du travail. Oh, 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 oh. Voilà. Donc, en fait, quand je suis arrivée à la médecine du travail pour dire, je ne sais pas comment faire, il faut que je sorte de là, mais je vais donner ma dème parce qu'une rupture conventionnelle, c'est pas possible, etc. Je le sais. Elle m'a dit, hop, 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 halte là. Il y a d'autres façons de faire. Voilà. Et donc, je suis sortie, je l'ai très mal pris parce qu'on m'a dit rupture, on m'a dit, comment ça s'appelle, licenciement pour inaptitude. Et là, je l'ai très mal vécu. Je me suis dit, c'est moi qui suis inapte en plus. C'est pas possible. Je me suis pris encore une claque. Et elle m'a dit non, vous n'êtes pas apte à travailler avec ces gens-là dans cette entreprise-là. C'est pas la même chose. Donc Ouais. voilà, moi je le dis rapidement, mais elle a pris beaucoup de temps parce que j'étais en larmes pour me l'expliquer. Donc je suis sortie de mon entreprise par l'inaptitude professionnelle. Ça a encore mis 6 mois, donc ça a été 6 mois supplémentaires du coup pour me remettre encore sur pied de ce que j'avais vécu dans une journée de boulot de reprise. Et à partir de là, je me suis dit, OK, donc maintenant, comment je fais? Est-ce que je recherche un job de formatrice en tant que salariée? Et ça a été assez spontané finalement de choisir le fait de tenter l'aventure et de partir en indépendante, de partir en solopreneur. Euh, je crois que j'ai pris la décision pendant l'été et c'est à la rentrée que je suis tombée sur ton challenge. Mhm. Et c'est en fait, voilà, ta façon de t'exprimer, ta générosité qui m'ont convaincue. J'en ai pas fait d'autres. Et j'ai signé pour Envol, en fait. Voilà, j'ai signé pour l'accompagnement coach en mission pour Envol. Et c'est là, en fait, que j'ai déployé toutes les compétences que j'avais, mais je les ai déployées au bénéfice d'un nouveau métier que je faisais déjà, puisque en tant que formatrice, j'accompagnais déjà. Mais là, du coup, j'ai vraiment choisi de me focuser sur le coaching et de ne pas être dans allez, une fois sur deux, je te file le poisson. En fait, Ouais. là, c'est je te file jamais le poisson. Ouais. Mais par contre, je te file la canne à pêche, je te file les hameçons, je te montre le chemin, je te montre les méthodes, je te pose des questions à tard larigot. Voilà. Et ça, ouais, ça m'a vachement plu.
Et j'ai été comblée parce que j'ai appris plein de choses. Ça a été très compliqué au début parce qu'il a fallu apprendre plein de choses. Être coach, c'est avoir 10 000 casquettes dans la même journée. Et moi, j'adore être challengée parce que j'aime apprendre. Et du coup, voilà, tu m'as permis ça aussi, quoi. Donc, moi, je me voyais faire un sommet d'ici 1 an. Et au final, ben, j'ai fait mon premier sommet. Je suis rentrée chez Coach en Mission en octobre. On a commencé l'accompagnement parce qu'il y avait une pré-rentrée. Donc, on a commencé l'accompagnement en janvier. Et j'ai fait mon premier sommet en mai ou en juin, je crois, 2025. Donc, voilà, et c'est ce qui m'a apporté finalement ma première visibilité. J'ai eu, je sais plus combien j'ai eu je crois que j'ai eu presque 200 inscrits le premier sommet. J'en revenais pas, je savais pas d'où ils arrivaient les gens. Ouais. Je comprenais pas comment ça marchait ce truc-là. Oui, parce que pour rappel, tu débarquais vraiment quoi, tu Ah, de commençais rien. complètement de zéro, Ouais, hein, il y avait il y rien. avait rien. Il y avait Ouais. rien. Voilà. Gérer les réseaux sociaux, c'est encore très compliqué pour moi. Mais du coup, j'ai eu la chance que, en fait, les gens à qui j'ai demandé de participer à mon sommet, ils ont accepté et ils ont vraiment joué le jeu parce que le sujet du burn-out les a vraiment touchés. Et du coup, ils se sont impliqués, ils ont aussi beaucoup communiqué. Donc, du coup, c'est comme ça que, voilà, que j'ai commencé à faire ma première, ma mailing list, en fait, Ouais. finalement. Ouais, ouais. Les gens qui aujourd'hui sont abonnés à ma newsletter. Et Et, tes et premières après, là-dessus, clientes, j'ai fait du un coup? challenge et j'ai refait un deuxième sommet. Et voilà, ça s'est enquillé comme ça. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients. Premier client est arrivé par mon premier sommet. Ma deuxième cliente, parce que c'était un homme, le premier, c'était un homme Ouais. militaire de carrière. La deuxième cliente, elle est arrivée par le challenge que j'ai fait suite au premier sommet. Le premier sommet, il faut savoir que je l'ai fait encore avec un peu de volonté déchaînée, hein, quand même. J'en suis sortie quand même très fatiguée, très, très fatiguée. Premier challenge, donc j'ai eu ma première cliente. 3 mois après mon premier challenge, j'ai eu ma troisième cliente. Donc là, on arrivait sur janvier 2026. Et là, j'ai fait mon deuxième sommet. Et là, j'ai eu ma cliente numéro 4, 5, 6 et 7. Wow. Voilà. Et est-ce que tu veux annoncer quel chiffre d'affaires tu as fait en cumulé, en tout cas environ? Environ, bah là, je suis assez fière de pouvoir dire que j'ai un chiffre d'affaires à 5 chiffres. Ouais, top. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait justement? Tu parles de fierté, mais au-delà de l'argent, pourquoi c'est important pour toi d'avoir pu te reconvertir relativement rapidement quand même? Parce que en fait, je crois que je me suis pas donné le choix, quoi. Il y a eu un moment donné où comment ça s'appelle? Les allocations France Travail allaient s'arrêter. Et où là, moi, j'ai flippé dardard, quoi, parce que l'entreprise n'avait pas démarré, en fait, ça n'avait pas décollé. Parce que mes premières clientes, c'était un tout petit prix, hein. Ouais. Toute première cliente ah oui, la toute première que j'ai eue, c'était même pas un accompagnement, c'était à l'heure. Hmm. C'était du coaching à l'heure. Donc, voilà, quoi. Et les tout premiers accompagnements que j'ai faits, c'était des tout petits, c'était moins de 600 euros les 5 mois d'accompagnement, quoi. Ouais, ouais. Donc, Ouais, ce qui est assez quand commun tu mets pour l'URSSAF, quand tu mets l'URSSAF par-dessus, quand tu mets les charges, quand tu ouais, mets les abonnements, quand tu mets, voilà, il reste que dalle, en fait. ouais, Et là, ouais. je me suis dit, mais ça va pas le faire, en fait, je vais pas m'en sortir, quoi. Donc, ouais, j'ai bien flippé. J'ai encore les crêtes de la maison, voilà, qui sont encore à la charge du couple. Enfin, même si aujourd'hui mes enfants sont grands, il y a quand même des charges importantes encore aujourd'hui, quoi. Et du coup, c'est vrai que quand tu es salarié, bah, le salaire, il tombe à la fin du mois. Ouais, Tu vois, ouais. moi, je me posais pas la question, je faisais le job, mais même si tu fais pas le job, le salaire, il tombe quand même. Là, en tant que coach, tu fais pas le job, ben, il se passe rien, quoi. Après, ce que je partage parfois aussi, c'est que la différence avec le salariat, c'est que tu crées des actifs. C'est-à-dire que quand tu es salarié, Oui, tu échanges ton temps contre de l'argent. Oui, tu oui. apprends quelques petites choses, mais l'entreprise, et c'est normal, elle est là pour Hum, aspirer ton temps, hum, ton énergie. Alors que là, tu bâtis ta communauté, le livre. Aujourd'hui, tu le vois pas comme un truc qui vaut 50 000 euros, mais sur 10 ans, ça peut peut-être te rapporter 50 000 euros de clients et tous ces prospects que tu as dans cette liste. Donc, il y a un effet cumulé qui se crée, hum, qui peut prendre effectivement un peu de temps, hum, mais une fois que c'est lancé, c'est quand même un actif et c'est pas juste échanger son temps contre de l'argent. Du coup, je suis quand même curieux de savoir quel est ton rapport au travail aujourd'hui. Je sais que tu as toujours cette méfiance de refaire hum. un burn-out. Est-ce que tu vas en parler? Et puis aussi, ben,
quand tu travailles, comment tu te sens? C'est quoi la différence avec quand tu étais salarié? Aujourd'hui, j'ai, alors je l'avais déjà avant, la conviction que vraiment le travail en équipe, c'est dans mon ADN. En fait, vraiment, et c'est pour ça que j'ai tellement de reconnaissance et de gratitude que Mm. l'univers ait mis coach en mission sur mon chemin, parce que tout ce que j'ai fait, j'aurais pas pu le faire toute seule. J'ai été énormément soutenue, encouragée, enfin, un truc de dingue, une solidarité il y a quand même une majorité de femmes. Je m'attendais pas du tout à ça en ayant une majorité de femmes autour de moi, je suis honnête. Euh, Moi, j'ai beaucoup travaillé dans des milieux très masculins. Euh, parce que j'étais dans une énergie très très yang, donc ça me correspondait bien. Mais quand je suis arrivée chez Coach en Mission et que j'ai vu toutes ces nanas, je me suis dit, oh aïe aïe aïe. Et au final, c'est une vraie famille. Aujourd'hui, j'ai une vraie famille dans Coach en Mission. Enfin voilà, c'est juste extraordinaire, quoi. Mais grâce à ça, du coup, j'ai aussi beaucoup grandi dans ma façon de travailler, et de concevoir en fait mon rapport au travail. Aujourd'hui, j'ai vraiment de la joie au quotidien dans ce que je fais, quoi. Et aujourd'hui, j'ai des rêves, tu vois. C'est au-delà de projets, c'est vraiment des rêves. Tu vois, là, je vais entamer l'écriture grâce à toi, encore une fois, grâce à Auteur en Mission, du deuxième livre. Parce que c'est pareil, hein, le premier, jamais je l'aurais écrit toute seule, ça m'aurait pas intéressé, puis j'y serais pas arrivée. Je crois que je serais jamais arrivée au bout du projet toute seule. Mais du coup, c'était tellement enthousiasmant et franchement, je souhaite à tout le monde d'avoir cette expérience, d'écrire un livre, que du coup, ben voilà, du coup, je me jette à l'eau pour écrire le deuxième. Mais aujourd'hui, tu vois, je me dis que je suis heureuse de m'imaginer en train de rêver être l'auteur de plusieurs livres, de donner des conférences. Là, j'aimerais bien aussi euh, intervenir en entreprise pour faire de la prévention. Mm. Mon rêve inavouable que tu m'as fait travailler l'année dernière, c'était vraiment d'être vraiment identifiée comme une référente sur le burn-out et la reconstruction identitaire. Et ça me met en joie, mais un truc de fou, parce que quand je vois comment je, je, je vois comment les femmes que j'accompagne ressortent de leur accompagnement, mais enfin, voilà, pour moi, c'est waouh, quoi. Mais c'est leur parcours, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à elles, c'est grâce à leur implication. Mais ça me confirme juste tous les jours que c'est possible. Et que ma mission aujourd'hui, c'est de transmettre ça. C'est que c'est possible et que ça vaut vraiment le coup. Et c'est aussi de continuer, voilà, à développer mon activité encore une fois, sans sacrifier mon énergie, sans sacrifier qui je suis, sans sacrifier ma famille. Et c'est aussi voilà, de rêver à toucher encore plus de femmes, tout en restant moi, tout en restant profondément alignée avec qui je suis aujourd'hui. C'est super important pour moi, profondément Ok. important. Merci pour ce partage, c'est magnifique. Alors, finalement, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant de prendre du temps pour parler de ce que tu as vécu, ton burn-out. Mais de toute façon, il y a une étude de cas qui parle de comment tu as publié ton livre, hein, qui a été Ouais. enregistré avec Marélie. Donc, les gens pourront voir. J'ai une dernière question pour toi, quoi. En tout cas, sur la partie pro. Euh, Est-ce que tu penses que tout le long, en fait, tu avais en toi une âme entrepreneuriale qui dormait ou tu aurais très bien pu, dans d'autres conditions, être une parfaite salariée, entre guillemets? Qu'est-ce qui fait que tu as réussi en tant qu'entrepreneur relativement rapidement? Ben, je crois que c'est parce que j'ai été aidée à faire le deuil de beaucoup de choses, Hmm. à faire le deuil de beaucoup d'habitudes aussi ben, qui me venaient du salariat. Moi, toute ma vie, je l'ai passé dans le salariat, donc voilà. Et en tant que coach, par exemple, moi, je faisais les horaires 9h, 17h. Et j'avais pas capté qu'en fait, je pouvais faire ce que je voulais. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, je coach mes clientes, parce que je les coach une semaine sur deux. Donc, une semaine, c'est une semaine coaching. L'autre semaine, il n'y a pas de coaching. Et je l'organise comme je veux. Si je veux Hmm. commencer à 6h30 et finir à midi, c'est OK. Voilà. Aujourd'hui, Après, est-ce que j'avais une âme entrepreneuriale? Je sais pas. Je me suis jamais posé cette question. Je crois qu'aujourd'hui, je m'appuie sur tout ce que peut m'offrir finalement les accompagnements que j'ai fait le choix de mettre dans mon quotidien et toutes les compétences que j'ai pu accumuler dans ma vie de salarié. Mais je crois que j'ai besoin des deux pour y arriver aujourd'hui. Et j'ai aussi besoin
Je crois que tous les jours, il y a une partie de moi qui essaye aussi de me pardonner de comment j'ai fonctionné. Je peux pas effacer le passé, comme je disais tout à l'heure aussi par rapport à mes enfants. Mais par contre, me souvenir de mon passé m'empêche en fait de continuer à le payer encore tous les jours. Donc, ce que j'aimerais dire aussi à toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans un job indépendant, c'est que non seulement c'est possible, mais c'est que finalement, il y a, en parallèle de toute la joie que ça peut apporter, il y a aussi plein de petits deuils à faire. Et c'est OK, il y a aussi plein de pardons à avoir. Et c'est pas le pardon de façon religieuse, hein, c'est chacun voit midi à sa porte, mais c'est comment aujourd'hui, malgré ce que j'ai vécu dans mon burn-out, je fais de mon mieux pour que ce que j'ai vécu devienne une ressource. Et moi, c'était vraiment ça, en fait, mon objectif quand c'était, et je l'ai vraiment encore plus compris quand j'ai écrit le livre, c'était vraiment que ce que j'avais traversé, le chaos que j'avais traversé, le merdier que j'avais, les douleurs que j'ai traversées, que tout ça devienne une ressource juste inestimable à transmettre et à... Parce que finalement, tout le monde est capable de faire ça. Si moi je l'ai fait, ça veut dire que tout le monde est capable de le faire. Sauf que moi, je n'avais pas vu avant d'autres personnes le faire. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est même si vous n'avez encore jamais vu quelqu'un le faire, mais c'est possible, quoi. C'est possible. Voilà. Vous avez suffisamment de ressources en vous pour y arriver et pour que ça devienne possible. Donc, malgré les doutes, malgré les peurs, malgré... moi, j'ai douté hein, quand il a fallu que je prenne l'accompagnement de coach en mission. Je me suis dit, mais est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que moi, je vaux cet argent-là? Est-ce que moi, je vais investir sur ma tête autant d'argent? Et c'est une vraie question, quoi. Je n'ai pas eu à me poser toutes ces questions quand j'étais salariée. Voilà. Mais c'est ce qui a construit et c'est ce qui continue à construire ma reconstruction au quotidien. Donc, j'ai envie de vous dire, lancez-vous, ça en vaut vraiment la peine. Quand on Ouais. veut apprendre à vivre autrement, vraiment, vraiment, mais vraiment, ça en vaut la peine. Ouais, Wow. ouais. Merci, merci Eugénie, c'était passionnant. Donc le livre Nouveau Mindset, je vous mets le lien en description. Si vous êtes concerné, procurez-vous-le. Si vous connaissez des gens qui peuvent être concernés, Ouais. n'hésitez pas à l'acheter Donc, et à et à l'offrir. Je l'offrir. pense que c'est une belle mission dans laquelle tu es. Tu nous as déjà partagé beaucoup de choses, Eugénie. Je te laisse le mot de la fin. En tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que bah, j'apprécie énormément te côtoyer, t'apportes énormément et voir ton cœur et ton envie d'aider et comment tu le fais, c'est vraiment beau, c'est inspirant et continue parce que c'est juste magnifique. S'il y avait plus de personnes comme toi qui arrivaient à convertir leur vécu, leurs expériences, leurs difficultés en valeur comme tu l'as fait, le monde serait encore meilleur. Donc, merci et pour tout ce que tu fais, pour l'inspiration que c'est. Jenny, je te laisse conclure. Et encore une fois, le lien du livre est en description en dessous de la vidéo. Qu'est-ce que tu aimerais apporter? Deux choses. J'y serais pas arrivée toute seule. C'est pas possible. Ça aurait été impossible. Et tu fais partie de ma reconstruction, donc j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de gratitude que l'univers t'ait mis sur mon chemin. Merci beaucoup pour ça. Merci à toute l'équipe de Coach en Mission. Merci pour toutes mes collègues. C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'amour, de vulnérabilité, voilà, de doute partagé au quotidien. Je ne suis jamais seule, jamais. Je suis à mon bureau derrière mon clavier, mais je ne suis jamais seule. J'ai des masterminds, j'ai des Zooms, j'ai des coachings collectifs. Enfin bon, bref. Et la deuxième chose, c'est que quand on a commencé l'interview et que j'ai vu ton t-shirt, je me suis dit, c'est un très, très joli clin d'œil de l'univers de parler boulot et de savoir mettre en avant aussi fort son rôle de parent. Voilà, parce qu'il n'y a pas plus belle mission dans la vie, à mon sens, que d'être parent et de savoir aujourd'hui prendre soin des deux, de ma vie de maman, de mes enfants, de mon couple et aussi en parallèle de mon métier. C'est possible. Puis, Jenny, merci. Et puis voilà, aller mieux ne suffit pas. Il est temps de se reconstruire encore une fois. Procurez-vous le livre Nouveau Mindset, il est en Ouais, description. Eugénie, je te salue et je te dis à très bientôt. merci.